avec des graphiques en journalier ici sur la paire euro-dollar. Donc tout à l'heure on avait testé le RSI avec les zones de surachat et de survente, avec les 25 et 75% repérés, ça a été mauvais. On a essayé de cerner des zones de rebond en tendance en jouant avec la zone des 50%, c'était pas mal. Mais il y avait encore des faux signaux et puis c'était pas vraiment la zone, c'était pas vraiment la ligne des 50% mais plutôt la zone de 50%, donc là aussi c'est un peu difficile de se repérer. Alors désormais par rapport au RSI, ce que je vais essayer de faire c'est de jouer avec les divergences et de voir ce que l'on a eu pour cette année, donc 2010 qui commençait avec la ligne rouge ici en janvier. Donc on a eu une belle tendance baissière en janvier, donc la première partie avec la crise grecque. On a eu les premières divergences qui apparaissaient à partir du 5 février avec des plus bas de plus en plus hauts sur le RSI. Alors on continuait à marquer des plus bas de plus en plus bas sur les cours réels. Donc ça a été une divergence qui a été mauvaise et qui n'a pas donné de bons résultats puisque par la suite les cours ont continué à accélérer à la baisse. Alors seconde divergence qui apparaît avec un premier plus bas marqué le 5 février et un second plus bas qui avait été marqué le 9 mai. Là encore on voit que derrière ce nouveau plus bas, la tendance baissière se poursuit, même si c'est pas énorme, elle continue. Et on marque encore de nouveaux plus bas, donc une nouvelle divergence plutôt mauvaise. Seconde divergence qui apparaît avec un plus bas le 19 mai et un nouveau plus bas plus haut que le précédent le 4 juin. Cette fois-ci la tendance s'inverse bien, on a un bon retour de la part des acheteurs, donc on a un bon signal qui donne vraiment un bel élan aussi. Alors, nouvelle divergence qui apparaît le 26 août avec un plus bas et un nouveau plus bas qui est marqué plus haut que le précédent le 10 septembre dernier. S'ensuit une belle accélération haussière. Alors, on n'était pas tout à fait dans une phase de divergence puisque sur les cours réels on avait également des plus bas de plus en plus hauts, mais ces plus bas de plus en plus hauts apparaissaient simplement dans une tendance baissière, mais ça ne s'apparentait pas à une divergence très bien construite comme ce qu'on avait eu auparavant. Donc là encore on voit que les divergences baissières ou haussières sur le RSI pour l'année 2010 à moyen terme en graphique journalier ne donnent pas des résultats excellents. Actuellement on a une divergence baissière qui s'observe avec des plus bas de plus en plus hauts marqués pour les journées du 1er octobre et du 10 octobre. On verra ce que ça donne dans les prochains jours. On a terminé la semaine sur une bougie plutôt baissière, on verra si ça se confirme la semaine prochaine. Donc j'en ai fini avec le RSI, je vais passer à un autre indicateur. Je vais prendre le stochastique pour rester dans la lignée des oscillateurs. Alors les oscillateurs, voilà, stochastique, ok. On va le mettre en assez gros pour que ce soit bien visible. Ok, donc c'est un stochastique classique 533. Forcément beaucoup de signaux. Une manière intéressante de jouer avec le RSI, le stochastique pardon, c'est de ne prendre que les signaux de surachat quand on est en phase baissière et de ne prendre que les signaux de survente quand on est en phase haussière. Comme on a vu au début de l'année, on était en tendance baissière. Donc on va voir ce que ça donne. On a un premier signal de surachat qui est apparu le 14 mars. On a ensuite coupé à la baisse notre courbe de signal. Et le point d'entrée était plutôt bon pour un signal de vente. Le mouvement s'est continué. Second point d'entrée potentiel, le 4 avril. Là encore, la tendance s'est poursuivie derrière. Autre point d'entrée, le premier... oui, alors je m'étais trompé. Voilà, oui c'est ça. Alors, troisième point d'entrée le 13 avril. Là encore, belle accélération baissière derrière. Un nouveau point d'entrée à la vente le 20 juin. S'ensuit une accélération haussière, donc là c'est un faux signal. On est toujours en tendance baissière, donc on peut aussi prendre le signal qui est apparu le 11 juillet. Là encore faux signal. Ensuite on sort de la tendance baissière, donc on ne prend que les signaux de survente. Un signal de survente est apparu avec un recoupement à la hausse de la courbe de signal le 15 août. Là s'ensuit un rebond qui est un peu mou au début mais qui finalement se confirme. Nouveau point d'entrée potentiel le 13 septembre. Et là une belle accélération haussière s'ensuit. Donc ce que l'on constate à partir de l'étude du stochastique, c'est qu'avec cette approche c'est plutôt intéressant. On a pas mal de bons signaux, il reste des faux signaux comme toujours, hein. Mais force est de constater que c'est pas mauvais. Et si on réfléchit, l'approche est assez proche de celle utilisée avec le RSI dans le cadre de l'approche avec la zone des 50%, puisque là on essaye de prendre les zones de rebond en tendance, c'est-à-dire les phases de retour, donc les phases de correction simplement, dans une tendance. Donc on essaie de rentrer à bon compte dans le sens de la foule, dans le sens du mouvement global, et donc ça paye assez bien, c'est assez logique, hein, on n'invente pas la poudre en disant ça. On va maintenant regarder les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, voilà. Alors, mince, j'ai appliqué un template, c'est pas grave. Alors, bande de Bollinger, c'est dans Trend. Voilà.
On va les mettre assez larges. Ok. Alors du coup j'ai plus ma période de début. C'était voilà à partir d'ici. Ok. Donc une manière assez intéressante de trader les bandes de Bollinger. Il y en a plusieurs. Hein. C'est un indicateur assez vaste et assez intéressant. J'ai pas beaucoup l'habitude de l'utiliser. Peut-être à tort, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de jouer, pourquoi pas, les rebonds dans le sens de la tendance, puisque ça a donné de bons résultats avec le RSI et le stochastique. Donc on va essayer de rentrer uniquement dans le sens de la tendance de fond. Donc là au début de l'année c'était bien une tendance baissière. Donc ici on va jouer les rebonds en attendant que les cours repassent au-dessus de la bande haute avant de repasser en dessous de cette dernière pour jouer une poursuite du mouvement baissier. Alors je vais me rapprocher. On avait un premier signal qui apparaissait le 11, alors le 11 on passait au-dessus, le 15 janvier, avec une belle bougie baissière qui nous ramenait quasiment en dessous de la moyenne mobile 20, donc là c'était quasiment un squeeze. Belle accélération baissière qui s'ensuit, donc là c'est un très bon signal. Ensuite on devra attendre le 12 mars pour repasser au-dessus de la bande haute, et pour repasser en dessous on a la journée du 15, donc s'ensuit une belle accélération baissière et une poursuite du mouvement. Entre autres, on avait un autre signal, mais on n'était peut-être pas sorti du premier, donc qui apparaissait au mois d'avril. Donc ensuite, belle accélération baissière. Ensuite, on n'a plus vraiment de signal. Comme on voit, la moyenne mobile 20 et les bandes de Bollinger se retournent, donc on n'est plus en tendance baissière. On rentre même dans une phase de tendance haussière à partir de fin juin, début juillet. Donc à ce moment-là, on va privilégier les prises de position sur zone de survente, c'est-à-dire quand on passe en dessous de la bande basse et qu'on repasse au-dessus. Donc ça n'est pas le cas dans un premier temps, et actuellement on n'a pas eu d'autres signaux. Et actuellement on est dans une tendance haussière. Donc avec cette approche, et d'après l'étude des bandes de Bollinger, ce que l'on peut dire c'est qu'il y a peu de signaux. Donc c'est une technique qui filtre vraiment beaucoup, peut-être trop. Mais les signaux sont assez bons. Là encore dans le cadre d'une approche de prise de position sur phase de rebond. Alors les bandes de Bollinger, il y a plusieurs façons de les utiliser. Là on a vu les signaux de retournement et de rebond en tendance. Pas de retournement, pardon, de rebond en tendance. Ce qu'on va voir c'est peut-être les signaux de continuité. Alors, on va prendre d'autres points d'entrée, c'est-à-dire que lorsqu'on est en tendance baissière et qu'on va passer en dessous de la bande basse, on va essayer de prendre position à la vente pour être dans le sens du mouvement. Alors, ce premier signal apparaît dès le 20 janvier. Vous pouvez prendre une position à 1.4089. Belle accélération baissière qui s'ensuit. Rien à dire, c'est un beau signal. Ensuite, l'autre signal apparaîtra le 25 mars à 1.3332. On a des rebonds, si on est trop serré son stop loss on peut sortir, mais l'idée est bonne et le mouvement se poursuit. On a un autre signal qui apparaît le 4 juin à 1.1976, et là en revanche c'est clairement un faux signal, accélération haussière qui s'ensuit. Alors ensuite on peut considérer qu'on est en tendance haussière à partir de mi-juillet, donc là on va prendre les positions acheteuses, donc lorsque l'on va passer au-dessus de la bande, alors je vais zoomer, hein, au-dessus de la bande haute, ok. Le premier signal apparaît selon moi le 15 juillet justement, avec une accélération à 1.927 au-dessus de la bande haute, on le voit bien ici, et donc accélération et un bon signal, on a une poursuite du mouvement haussier. Alors ensuite on a une tendance qui stagne, on reste dans les bandes de Bollinger. Nouveau signal qui apparaît le 14 septembre. Signal haussier qui se suit et qui précède un beau mouvement, une belle accélération. Donc là encore un beau signal. Actuellement on est dans les bandes de Bollinger, pas de signal particulier. On est toujours dans une tendance de fond haussière. Donc force est de constater que les signaux donnés par les bandes de Bollinger sont plutôt intéressants, que ce soit dans le cadre de stratégie et d'approche de suivi de tendance avec des prises de position sur rebond ou des prises de position sur signaux de continuité. Pour le moment je pense que c'est l'indicateur le plus convaincant. On va terminer avec les moyennes mobiles exponentielles. Je les ferai dans une dernière vidéo. La dernière vidéo sera consacrée aux moyennes mobiles exponentielles et également aux combinaisons. Parce que là on a vu les indicateurs un par un, on verra ce que ça peut donner en les combinant les uns les autres. Voilà, à très bientôt sur videobourse.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. C'est le week-end, hein, c'est samedi soir ici. Je vais faire une vidéo un peu originale, une reproche, alors c'est pas vraiment un reproche, mais je dis souvent que j'utilise pas d'indicateur et que ça pourrait être bon parfois pour mon trading et pour mon approche, pour confirmer par exemple des zones de résistance, des points d'entrée ou de sortie, etc.
Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre 4 indicateurs largement utilisés, donc qui seront le RSI, la stochastique, deux moyennes mobiles que je vais prendre, des moyennes mobiles connues qui sont les 50 et 100 qui sont largement utilisés, et enfin les bandes de Bollinger. On va tester ça sur des graphiques moyen terme, donc en graphique journalier ici, et on va voir ce que ça a donné environ depuis. On va essayer de prendre un échantillon d'un an pour se faire une comparaison et pour voir lequel ou lesquels auraient été les plus efficaces. Donc déjà on va délimiter la période à tester. On a actuellement le 16 octobre 2010, on va regarder depuis janvier 2010, allez, ça fera pas tout à fait un an, mais alors, je vais le marquer, voilà, ok, bon, à partir de la ligne rouge, donc je vais épaissir un peu, jusqu'au dernier cours. Donc, on va commencer par tester le RSI, voilà, que je représente ici en 14, donc un RSI 14, avec les zones des 25 et... Alors, je vais repérer, je vais un peu grossir tout ça. Voilà. Donc, je vais mettre le RSI un peu plus gros et les zones repérées seront les zones des 25 et 75. Ouais, je vais mettre ça. Et voilà, ok, je valide. Donc on va prendre les zones de surachat et de survente. Donc quand on est survendu et qu'on passe de survendu à zone neutre, on va acheter. Quand on va passer de zone de surachat à zone neutre, on va vendre. Donc on va voir ce que ça a donné depuis un an. On prend donc notre base depuis le 1er janvier. On voit qu'on a été survendu assez rapidement. On a eu une grosse accélération baissière au début de l'année avec la crise grecque, on s'en rappelle. Donc on a eu un premier point de survente le 29 janvier avec une sortie qui s'est opérée le 31 janvier. Donc un signal d'entrée à l'achat qui se serait défini ici, c'est un échec, ensuite la tendance se poursuit. Alors, deuxième zone de survente, elle apparaît le 8 février, on sort de zone de survente assez rapidement, le lendemain, le 9, signal d'achat, là également pas terrible, on continue à s'enfoncer, donc un mauvais signal. Un nouveau signal apparaît, le 6 mai 2010, on est en zone de survente et on repasse en zone neutre. Pas de retournement, il y a une petite accélération haussière, mais au final on poursuit notre accélération baissière. Dernier signal le 18 mai, mais encore une fois on s'enfonce et on va chercher de nouveau plus bas. Alors après ça repart, on va entrer en zone de surachat assez récemment, donc précisément une première fois le 22 septembre. Ça a été un échec, grosse accélération haussière. Et là, plus récemment, le 1er octobre, on a également marqué une zone de surachat de laquelle on est sorti le 5. Pour le moment, la dynamique reste toujours plutôt haussière. Donc, a priori, les zones de surachat et de survente cette dernière année à moyen terme sur le euro-dollar ne portent pas ses fruits, donnent de mauvais résultats. Ça suffit pas, mais voilà, sur un an, le constat. Ça suffit pas pour dire que c'est pas efficace à long terme ou à moyen terme, mais le constat sur la dernière année est assez évident. On va faire apparaître la zone de 50%, je vais m'y intéresser rapidement, et ensuite je m'intéresserai également aux divergences avant de passer à notre deuxième indicateur. Donc ici, je repère la zone des 50% qui est censée être un seuil important. Alors ce que l'on constate, c'est quand même que c'est une zone de résistance relativement importante, même si c'est pas vraiment un niveau précis sur lequel on rebondit, on rebondit souvent à ces alentours, donc comme je le dis souvent, moi j'aime pas utiliser des lignes précises mais plutôt des zones, et je constate que cette zone est plutôt efficace, même si elle n'est pas incroyable. Alors si on jouait les rebonds, là par exemple on voit que depuis le début de l'année on était dans une dynamique baissière, on avait un premier retest qui s'observait au début janvier, on repartait à la baisse, donc quand on recoupait à la baisse cette zone est 50%, quand on rebondissait dessus, ça constituait une zone de résistance assez sympa, puisqu'ensuite on avait une poursuite du mouvement baissier qu'on observe sur les cours réels. Second point d'entrée de ce type, le 15 mars, là encore on poursuit le mouvement baissier. Autre point d'entrée, on en a eu le 31 mars, puis le 13 avril. Alors même si le 13 avril on a commencé à dépasser assez largement la zone des 50%, on a tout de même continué, voilà, le rebond était là et on a continué le mouvement. Alors ensuite, je pense que ce qui peut être intelligent de faire, c'est de tracer une nouvelle résistance, puisque comme j'ai dit, on n'a pas rebondi précisément sur la ligne, on a quand même dépassé à plusieurs reprises. Donc si on trace une résistance horizontale, on l'a marqué à environ 57. Et si on considérait qu'on changeait de tendance à partir du moment où on la franchissait, on rentrait, alors on prenait un faux signal le 23, puisqu'on avait un rebond sur la zone des 50% qui finalement s'est conclu par une accélération haussière. C'est pas bien grave, ça nous faisait au moins 4 ou 5 bons signaux, donc on en a un mauvais. Et on entre ensuite en zone de hausse, et donc on va privilégier les rebonds sur cette ancienne zone de support ainsi que sur la zone des 50%.
Donc on a un premier rebond qui apparaît le 17 juillet, accélération haussière. Second signal qui apparaît le 21 juillet, accélération haussière encore. Ensuite on casse à la baisse notre zone de support, on est dans une zone de vente, de tendance baissière. On a un premier signal qui apparaît le 18 août, qui est pas mal. On est poursuit du mouvement, même si c'est pas flagrant. On a un second signal qui apparaît le 7 septembre. Là, par contre, il est faux. Et on est désormais dans une tendance haussière. Donc, on essaiera de prendre les rebonds. La conclusion, c'est que c'est pas si mal. Il faut quand même pas être trop fixé sur un point précis, sur la zone, sur vraiment la ligne des 50%, mais peut-être plutôt essayer de prendre une zone. Et on peut avoir des choses intéressantes. Alors, je vais en finir avec le RSI pour cette vidéo. Je ferai les autres indicateurs dans les prochaines vidéos qui seront publiées rapidement. J'en ferai d'autres ce soir et peut-être dans la semaine également. Donc j'ai encore 3 autres indicateurs à tester. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.